Mais entre-temps, je me présente. Je m'appelle Léonard Blatti, je suis le directeur des finances de l'hôpital. Et c'est moi qui, au nom du Collège des directions, ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence des jeudis du RHNE, donc nouvelle conférence mensuelle. Je vous remercie de votre présence parce que quand on voit la météo dehors, euh, on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, mais votre intérêt est suffisamment grand pour que vous soyez présents et on vous en remercie. La conférence ce soir est consacrée à la prise en charge des aînés aux urgences. Je pense que vous le savez, puisque sinon vous ne seriez pas là. Mais le vieillissement de la population et l'évolution de la société font que les personnes âgées recourent de plus en plus au service des urgences de l'hôpital. Et comme ces patients ont des besoins spécifiques, différentes questions se posent en termes de santé publique pour y répondre de la meilleure des manières. Les 4 intervenants de ce soir répondront à toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Il s'agit du docteur Vincent Dalla Santa, médecin-chef du département des urgences, de la doctoresse Yolanda Espolio, médecin-chef du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs, de madame Esperanza Peña Gomez, infirmière clinicienne généraliste au département des urgences, et de madame Corinne Wirth, infirmière clinicienne en gériatrie. Au terme de leur présentation, il y aura comme d'habitude une partie réservée aux questions-réponses et puis évidemment un apéritif qui sera là pour prolonger les échanges dans un contexte plus convivial. Je vous souhaite en tout cas une bonne conférence et une agréable soirée et je laisse la parole au premier intervenant qui est M. Dalla Santa. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je ne suis pas gériatre, je ne suis pas un spécialiste de l'âge avancé du tout, je suis médecin urgentiste et responsable du département des urgences qui comprend les urgences de Chaux-de-Fonds, Pour-Thalès, la polyclinique du Val-de-Travers, le SMUR, les 3 pôles SMUR et puis la coordination médicale de 3 des 4 services d'ambulance du canton. Et pour ceux qui ne le savent pas, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, la polyclinique de la Providence en fait. Providence, c'est une clinique privée, mais la polyclinique, c'est nous qui l'occupons du point de vue médical. Je vais être relativement succinct, puisque le plus intéressant, je pense, c'est mes collègues qui vont l'amener. Le sujet d'intérêt sont mes collègues. Moi, mon boulot ce soir, c'est de vous parler un peu de l'état des lieux, globalement, des problématiques de l'âge avancé dans les services d'urgence, et plus spécifiquement dans nos structures d'urgence à Neuchâtel, qui sont, on va dire, les mêmes dans d'autres structures d'urgence en Suisse ou même dans les pays occidentaux en général. Donc on fait face depuis, c'est pas complètement nouveau, mais on a un modèle démographique qui a changé en Occident depuis une centaine d'années, et on se retrouve maintenant à un stade où, sur cette courbe, on peut le voir, le nombre de jeunes en dessous de 18 ans va se retrouver, ici c'est aux États-Unis, aux alentours de 2033-2035, inférieur au nombre de personnes ou d'habitants de plus de 65 ans. Et ça, cet aspect-là, en fait, va amener des différenciations dans le type de patient qui va consulter dans nos services d'urgence. Alors, je passe des urgences parce que c'est mon domaine. Évidemment, ça impacte aussi la médecine générale et d'autres spécialités, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'âge avancé, même si on peut être en très bonne forme, évidemment, à 80 ans ou 75 ans, amène statistiquement plus de problématiques chroniques ou multiples chez le même patient ou la même patiente. Selon l'OMS, en 2050, on devrait, d'un point de vue de la population mondiale, avoir près du quart de la population qui aurait plus de 60 ans. Ça, c'est l'épidémiologie ou les statistiques qui concernent le service ou les services des urgences. Entre 2016 et 2021, 2016 donc en bleu, 2021 en orange, on voit que sur les 3 sites, Pour-Thalès, Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers, il y a, sauf à la Chaux-de-Fonds où il y a un petit écrasement, mais qui est en train de remonter actuellement, une augmentation globale du nombre de patients. Alors ça, ce n'est pas que les patients âgés, c'est tous les patients. On est passé en quelques années de 42 792 passages, parce qu'on parle de passages, quelqu'un qui passe 6 fois par année aux urgences, ça compte pour 6 fois. 42 000 passages à près de 50 000 passages en 2021, une augmentation donc de plus de 10%
globalement, et sur le site de Neuchâtel, qui est le plus impacté, une augmentation de plus de 22%. Et parmi ces gens qui viennent plus, pour de multiples raisons, on n'a pas vraiment d'explication très claire. Il y a des problèmes de démographie médicale, avec un certain nombre de généralistes qui manquent, probablement. Mais il y a aussi le vieillissement de la population, même si c'est très difficile d'estimer finalement ce qui a le plus gros impact sur la population qui fréquente nos services d'urgence. Ici, c'est une répartition en proportion sur les 3 sites: Neuchâtel en vert foncé, La Chaux-de-Fonds en vert plus clair et Val-de-Travers en vert très clair, de la typologie des patients qu'on voit. Vous voyez que, alors, je vais voir si ça marche, oui, les plus de 65 ans représentent plus d'un quart des patients qui passent dans nos services d'urgence. 27% pour l'année 2021 ont plus de 65 ans, à savoir pour l'année dernière près de 13 000 passages en 2021. Donc. Ces patients sont différents, évidemment, pour plusieurs raisons, on va le voir. Ce qui est à noter, c'est que près de 50% des patients plus âgés sont hospitalisés, contrairement à quelqu'un qui aurait 25 ans, qui a à peu près 5% de risque d'hospitalisation. Et le fait d'hospitaliser les gens, ça signifie généralement qu'il y a une problématique plus lourde, qui nécessite plus d'investigation, plus de temps au lit du patient et plus généralement d'interaction avec, par exemple, des spécialistes de l'hôpital. Donc le temps de prise en charge pour quelqu'un plus âgé est généralement plus long que pour quelqu'un de plus jeune. En plus, les patients plus âgés ont des caractéristiques qui sont différentes. Alors je dis globalement, évidemment on peut être très en forme jusqu'à très tard. Il y a plus de ce qu'on appelle les comorbidités. Quelqu'un qui fait une appendicite aiguë qui n'est pas que réservée à l'enfant. L'appendicite aiguë, ça peut arriver aussi dans le grand âge si on ne l'a pas eu avant. Ça va être beaucoup plus complexe à gérer, pour prendre cet exemple relativement simple, chez quelqu'un qui a en plus une maladie cardiaque ou des problèmes respiratoires ou des problèmes intestinaux chroniques, que chez un enfant ou ou une jeune adulte qui a souvent un monoproblème, un problème unique lorsqu'il vient aux urgences. Il y a la problématique des médicaments. Ça, c'est un semainier. Vous êtes probablement... vous connaissez cette forme de préparation des médicaments. Non seulement des patients plus âgés prennent plus de médicaments, et parfois nettement plus, et en plus on a des réponses qui sont différentes au traitement en fonction de l'âge, des choses qui sont plus ou moins bien connues et beaucoup moins étudiées que la réponse aux médicaments chez des patients d'âge, on va dire, moyen. Chez les enfants et les personnes âgées, il y a beaucoup moins de recherches qui ont été faites parce que c'est plus compliqué, il y a plus de risques en fait pour les sociétés pharmaceutiques de faire des études sur des populations très jeunes ou plus âgées. Ça, c'est une courbe qui vous montre le nombre de publications scientifiques qui sont faites sur les problématiques, toutes les problématiques qui concernent la gériatrie aux urgences. Vous voyez que jusqu'aux années 90, ça part des années 60 au début des années 90, il y a quasiment 0 publication qui concerne les patients âgés aux urgences. C'est très plat jusqu'à là. Et là, on arrive en 2012-2013 et tout d'un coup, on a une courbe dite exponentielle. Ça veut dire qui explose, qui est une répercussion finalement de la problématique qu'on rencontre dans les services d'urgence occidentaux nord-américains. Là, c'est beaucoup des publications nord-américaines, mais pas que, c'est aussi beaucoup de publications européennes. Donc c'est un sujet qui a commencé à préoccuper les urgentistes du monde entier depuis une dizaine d'années, au vu du nombre de patients âgés avec plusieurs problèmes médicaux qui se présentent dans les services et qui sont beaucoup plus complexes à soigner. En plus, quand on fait de la médecine, on apprend beaucoup les formes typiques de la maladie. Qu'est-ce que fait une pneumonie? Qu'est-ce que fait une infection du rein? Quel type de symptômes ça donne? Et tout ce qu'on apprend, en fait, est beaucoup basé sur des pathologies qui sont chez les jeunes ou les adultes matures, pas tellement chez les patients âgés. Et on sait, alors eux, ils le savent mieux que nous, mais on a appris, entre autres, au contact des gériatres, que beaucoup de patients âgés ont des présentations atypiques des maladies.
pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu une vieille dame à la Chaux-de-Fonds qui présentait une infection du rein, mais qui a été amenée par sa fille parce qu'elle la trouvait bizarre. Et la dame se plaignait pas de douleur. Et donc, c'est beaucoup plus d'investigation pour comprendre quel est le problème chez cette patiente que quelqu'un qui a 25 ans et qui vient en disant j'ai de la fièvre puis j'ai mal au flanc. Là, ça tilte assez vite, pour parler anglais. Dans notre tête, on dit oui, ok, il y a probablement soit un calcul, soit une infection du rein. Chez les patients âgés, c'est pas toujours comme ça, mais assez fréquemment, on a des présentations très atypiques. Et les présentations atypiques des maladies, c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup avec pas mal d'expérience et pas forcément dans les bouquins. Donc, on a aussi des générations de jeunes médecins qui viennent et qui doivent prendre quelques années pour avoir finalement se rappeler et avoir l'expérience de ce type de présentation, avec l'aide souvent des gériatres qui nous le rappellent lorsque on les sollicite parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe chez une personne âgée. On a en plus une répartition différente des maladies. Alors, ce n'est pas très joyeux ce graphique, mais il est assez représentatif. C'est des causes de mortalité en fonction de l'âge. C'est en Amérique du Nord, mais disons qu'en Europe, c'est relativement comparable, où on voit que bon, les adultes entre globalement 20 et 50 ans ont souvent des problèmes traumatiques, c'est des morts violentes, et qu'avec l'âge, mais aussi dans l'enfance d'ailleurs, c'est pour ça que la pédiatrie est aussi assez spécifique, la répartition des causes de maladie varie en fonction de l'âge. Donc c'est des choses qu'on doit intégrer, puisque lorsqu'on aborde un patient, même si c'est ce qu'on appelle le colloque singulier, où c'est une sorte de contrat thérapeutique avec une personne, on a quand même en tête, on essaie d'avoir en tête les possibilités de pathologies sous-jacentes en fonction de l'âge. Ensuite, il y a la caractéristique des soignants aux urgences qui est aussi problématique, disons, qui n'aide pas forcément, c'est que nous, on a une formation en médecine d'urgence qui est très axée sur la problématique aiguë, généralement unique, chez le patient, pour caricaturer, chez l'homme entre 20 et 50 ans. En gros, on sait faire, quelqu'un qui tombe du 6e étage, qui est encore en vie, on sait faire, ça on a l'habitude, l'infarctus, la pneumonie, etc. C'est des choses qu'on a appris à appréhender. On a beaucoup moins de formation de base. Alors déjà à la faculté, mais ensuite plus tard, lorsqu'on fait la spécialisation, dans le domaine de la gériatrie, de la pharmacologie clinique, c'est-à-dire de la connaissance des médicaments et surtout des interactions quand quelqu'un prend 16 médicaments différents, quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer qui ne sont que liées finalement aux médicaments. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins et pour lequel on a besoin vraiment de la béquille que représentent les consultants en médecine gériatrique. On a aussi dans les services d'urgence, mais pas que, dans les hôpitaux publics en général, beaucoup de médecins juniors qui sortent tout frais et moulus de nos facultés. C'est des gens qui sont motivés, très bien formés, mais qui n'ont pas non plus, on n'a pas beaucoup de cours en faculté de médecine, de gériatrie. On en a un peu, mais c'est parmi une myriade d'autres trucs qu'on doit apprendre. Et c'est donc, c'est pas représentatif de la proportion du nombre de gens qu'on va voir aux urgences plus tard. Si vous voulez, on a peut-être moins de 5% de gériatrie, et je ne sais même pas, en fait, à l'époque, on en avait très peu, quand j'ai fait mes études. Et puis, quand on se retrouve dans un service d'urgence ou même dans des unités à l'étage, en médecine interne, on se rend compte qu'en fait, on a appris une médecine qui ne correspond pas vraiment aux patients qu'on voit. Et je vais bientôt finir, mais une chose autre encore dont mes collègues parleront peut-être, c'est l'organisation hospitalière typique, qui fait que au service d'urgence, en fait, on a une pic d'activité qui est entre ces deux bornes bleues, généralement entre 10 heures et 22 heures, voire minuit. Ça, c'est vraiment le pic d'activité, pendant que le pic d'activité du reste de l'hôpital se trouve être entre 8 heures et 17 heures, 18 heures. Donc, il y a toute une proportion du temps où on est en fait avec un système hospitalier qui ne fonctionne pas à 100%, avec des gardes et des gens qui sont disponibles sur téléphone, mais qui sont souvent très sollicités, puisqu'on a une garde pour tout le canton, pour la plupart des spécialités. Donc on ne peut pas solliciter un gériatre à 2 heures du matin systématiquement.
si on a une question même assez pointue de médecine gériatrique, en tout cas pour le moment. Alors l'avenir, moi je ne vais pas me prononcer trop sur l'avenir parce que par les temps qui courent, c'est assez compliqué de savoir comment ça va se dérouler, mais j'ai fait une petite liste en fait des souhaits personnels, et ça n'engage que moi, que j'aimerais voir subvenir avant ma retraite, et de devenir quelqu'un qui va faire partie des aînés. J'en parlais, ce qui nous ferait plaisir et ce qui ferait du bien à nos patients aînés, c'est une présence élargie des compétences gériatriques. On s'est rendu compte que c'est quelque chose, de devenir gériatre, ce n'est pas un apprentissage de 3 mois, c'est quelque chose qui prend du temps et qui prend ensuite de l'expérience. Donc même si on fait des cours, même si on fait des formations, même si on lit sur le sujet, on ne sera jamais à niveau finalement pour compenser ce qu'on ne maîtrise pas dans les compétences gériatriques. Donc on a besoin, au même titre qu'un pneumologue de garde et puis un cardiologue de garde, d'avoir des gens qui ont des compétences gériatriques. La pharmacologie clinique, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en travaillant en Angleterre dans à la fin des années 90. Il y avait à l'époque des pharmacologues cliniques, c'est-à-dire soit des pharmaciens, soit des médecins, c'est un peu mix, qui sont de garde pour des questions concernant les médicaments. Alors là, les gériatres, généralement, ils arrivent à répondre à ces questions parce qu'ils connaissent ces choses, mais à défaut, éventuellement, d'avoir un pharmacologue clinique, ça pourrait être aussi utile. Des formations spécifiques et plus avancées pour le personnel des urgences, ça, c'est des choses qui ont déjà été mises en place, mais on peut toujours faire mieux, évidemment. Ensuite, on a quand même un gros problème dans ce canton, en tout cas de mon point de vue, de suivi post-urgence à domicile, un gros problème en termes de fois où on sollicite les structures de soins à domicile et qui sont déjà en fait surchargées. Donc c'est par les temps qui courent, un hôpital qui est assez plein et tout le monde est très occupé avec des EMS qui sont surchargés. Donc on a un problème de fluidité finalement dans la possibilité d'envoyer un patient qui ne peut pas malheureusement rentrer tout de suite à domicile dans une unité d'accueil temporaire, par exemple. Ce qu'on aimerait pouvoir faire plus souvent, on doit hospitaliser des gens qui seraient probablement mieux à la maison parce qu'on n'a pas cette possibilité-là, ou bien parce qu'il n'y a pas de famille ou de proches aidants en capacité de s'occuper du patient. L'hospitalisation à domicile, c'est quelque chose qui va probablement se déployer dans le canton petit à petit, on l'espère depuis cette année déjà. Donc ça, on a bon espoir de pouvoir hospitaliser des gens à la maison, évidemment dans des conditions qui permettent de le faire. Et puis, les unités d'accueil temporaire, 7 jours sur 7. Là, on est bloqué aussi par un concept qui est très vieux, qui s'appelle le week-end, qui fait que le week-end, il n'y a pas beaucoup de structures qui fonctionnent dans un mode de fonctionnement 7 jours sur 7 comme dans ce qu'on fait aux urgences. Donc, on est en décalage aussi par rapport à ça. Et puis, alors ça, peut-être que c'est à mes collègues d'en parler. On a une unité de gériatrie aiguë actuellement à la Chaux-de-Fonds qui fonctionne tellement bien qu'elle est quasiment toujours pleine. Et puis, on a donc une partie de nos patients qui ont des critères, parce qu'il existe des critères pour pouvoir bénéficier de cette unité de gériatrie aiguë, et qu'on met dans une unité de ce qu'on appelle médecine interne générale, qui n'a pas spécifiquement des compétences gériatriques qui permettent de prendre au mieux en charge ces patients. Donc probablement, en tout cas moi, comme urgentiste, il me semblerait utile d'avoir aussi à Port-à-l'Est une unité de gériatrie aiguë. Et il y a plein d'autres souhaits encore, mais je ne vous en ferai pas part ce soir. La liste serait longue. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état des lieux du passage des aînés dans nos urgences. Est-ce que déjà là, des gens ont des questions? Sinon, on fera une série de questions à la fin. Oui, Fanny? Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais il y a actuellement une initiative qui réunit Nomade, donc les soins à domicile, la Ligue pulmonaire, parce qu'au départ, c'était surtout axé sur les patients avec des problèmes respiratoires et RHNE, avec l'équipe du Centre médical de la Côte,
Donc une sorte de joint venture entre ces entités pour permettre de pouvoir renvoyer, par exemple, un patient de 82 ans avec une pneumonie qui a juste besoin d'un peu d'oxygène, mais qui sinon est bien et confortable, on pourrait le renvoyer à domicile avec l'organisation d'une mise en place de l'oxygène à domicile, les infirmières à domicile et un médecin, qui est un médecin du centre médical de la Côte, qui serait à Plave, qui viendrait faire la visite à domicile, puisque les médecins de famille, souvent, n'ont plus la possibilité forcément de faire ces visites à domicile. Ce qui permettrait, on a vu qu'un certain nombre des patients qu'on hospitalise, souvent âgés, mais pas que, hein, d'ailleurs, ça concerne les gens à partir de 50 ans, si je me rappelle bien des critères, pourraient bénéficier d'une hospitalisation à domicile, qui est un concept qui existe dans d'autres pays, la France, en tout cas dans des pays nord-américains, typiquement le Canada. Donc des gens qui font ici chez nous 3-4 jours d'hospitalisation, ils ont besoin d'un peu d'oxygène, d'antibiotiques par la veine, etc. Ils pourraient rentrer à domicile avec la mise en place rapidement, ça veut dire moins de 24 heures, puisque pour nous les urgences, on ne peut pas garder les gens 3 jours en attendant que ça s'organise, 7 jours sur 7 d'une hospitalisation à domicile. Alors il y a des critères aussi sociaux, c'est-à-dire qu'une personne qui est complètement seule, oui, il y a beaucoup de choses imaginables. Il y a le côté médical. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un risque de dégradation trop important pour qu'on puisse prendre le risque? Sinon, on peut renvoyer à la maison. Il ne faut pas que la personne habite dans une ferme isolée au Brenay où ça sera assez compliqué d'aller en cas de mauvaise évolution ou plus long, etc. Et puis, il y a aussi des critères qu'on appelle psychosociaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un entourage? Mais si c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, même s'il est seul, qui habite pas à des kilomètres à la ronde, et nous on est en Suisse, dans un pays où finalement la plupart des gens pourraient bénéficier de ça, c'est possible. Après, il y a une question de possibilité et de nombre de patients qui peuvent être hospitalisés à domicile en même temps. Ça dépend du nombre de personnel à disposition aussi. Je vais laisser la parole à notre infirmière. Alors, vous avez sans doute vu, je vais peut-être mettre le micro à ma hauteur. Donc, vous avez sans doute vu ces derniers temps dans la presse l'ambiance dans laquelle nous sommes ces derniers temps. Donc, vraiment une surcharge très très importante avec, voilà, il y a sans doute aussi en partie à cause du Covid, mais néanmoins vraiment une semaine là où on a travaillé ensemble, où on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes âgées arriver. Je ne sais pas, on a été vraiment impressionnés. Hein. Et puis, ben voilà, cette difficulté importante de pouvoir soigner ces patients âgés dans un laps de temps court. Ces derniers temps, nous n'y arrivons pas. Hein. Il reste des heures aux urgences, malheureusement. Pourtant, c'est vrai qu'on avait fait des beaux progrès et puis que nos temps en heures aux urgences avaient bien diminué. Et puis là, ça fait quelques mois que ça reprend un petit peu l'ascenseur. Alors, pour nous, un patient âgé, c'est potentiellement un patient qui va aussi avoir besoin de beaucoup de soins, hein, de beaucoup de nursing. C'est des patients qui, malheureusement, vont se retrouver pas forcément dans une structure paisible, comme on le souhaiterait, parce que, ben voilà, on est dans un service d'urgence. Donc là, je vous montre un box de consultation. Ça, c'est la chance d'arriver et puis qu'il y ait une place de libre. Il peut aussi se retrouver dans la salle de déchocage, hein, si son état de santé est inquiétant, c'est plutôt là qu'on va l'installer, le soigner. Et puis, malheureusement, il arrive souvent ces derniers temps de devoir placer ces patients dans le corridor nord que vous voyez là, en attente d'une place, donc dans un box, pour pouvoir bien l'examiner comme il faut.
C'est vraiment un environnement sans fenêtre, hein, les urgences, malheureusement. C'est un environnement aussi stressant. Il y a du bruit, l'activité fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Les collègues changent les patients de box pour les passer dans une autre salle parce qu'il faut de la place pour la personne qui va moins bien. Donc, c'est vrai qu'on sent tout ça, même si on est dans un box, on ressent tout ça. Et puis, c'est vrai, j'ai pu observer aussi l'activité du CUP qui est tout près, qui est là 24 heures sur 24, où là, on peut avoir, et justement, il y a 15 jours de ça, il y a eu 3 patients du CUP agités qui criaient. Et puis, le passage régulier de la police, donc il y avait 6 policiers qui tournaient comme ça. Alors évidemment que tout ça n'est pas l'environnement idéal. Et puis, on a aussi dans le corridor sud un endroit. À chaque fois dans les corridors, on a quand même pu installer et des sonnettes pour que les patients puissent nous appeler, et puis des paravents pour assurer un minimum l'intimité. Mais voilà, c'est vrai que ça arrive qu'on doive les mettre dans les corridors pour laisser la place à quelqu'un qui va vraiment moins bien. Mais en fait, déjà en 2019, on avait, avec ma collègue Corinne et puis l'équipe de gériatrie, donc tout le département des urgences et de gériatrie s'était réuni. Et puis, on a pu observer pendant à peu près un mois les prises en charge des personnes âgées. Et puis, on a pu vraiment relever tous des points d'amélioration, toutes des pistes d'amélioration. Et puis, grâce à tout ce travail, ce qu'on a vraiment, je vais dire, le point essentiel de tout ça, ça a été vraiment la possibilité d'avoir une équipe mobile de gériatrie et de soins palliatifs. Donc, tout ce dont je vous parle, c'est aussi à La Chaux-de-Fonds, hein. On est un département, donc c'est aussi bien à La Chaux-de-Fonds qu'à Pourtalès. Et puis, donc, cette équipe, elle est appelable si nous avons besoin d'une évaluation d'un patient. Et puis, eux aussi ont accès à notre écran d'accueil. Donc, eux aussi peuvent détecter un besoin par rapport à l'âge d'un patient. Alors, ce travail de 2019, ça nous a aidé à développer nos compétences en gériatrie parce que nous sommes effectivement dans un environnement assez aigu, assez pointu. Et puis la gériatrie, moi, c'était une découverte. C'est vrai que je ne connaissais pas. Et puis, voilà, ce beau projet m'a permis d'avoir vraiment cette approche et puis cette sensibilité à la personne âgée. Et puis, en tant que clinicienne, j'essaye de tout mon cœur de pouvoir transmettre cette envie et cette envie de maintenir et de développer cette qualité dans les soins. Et je suis entourée d'équipes vraiment très motivée, que ce soit l'équipe des formations, hein, donc j'ai une collègue qui m'aide aussi à former les soignants, mais même au sein de l'équipe, même les jeunes, il y a des jeunes infirmières qui sont vraiment motivées, et puis c'est vraiment pour moi une roue et puis un accélérateur pour aller de l'avant. Et puis, on va détecter les patients âgés fragiles. C'était suite aussi à ce travail de 2019. Mes collègues spécialistes nous ont présenté ce petit outil assez facile à faire. Et nous allons faire ce score dès que le patient a 75 ans. Si ce petit score est positif, pour nous, ça veut dire qu'on va pouvoir appeler les spécialistes qui vont venir vraiment faire une évaluation gériatrique très détaillée et puis pointue, vraiment dans leur spécialité. Parce que voilà, il y a quand même beaucoup de pathologies et puis c'est vrai qu'avec l'âge, ça devient parfois difficile le maintien à domicile, par exemple. Alors, dans les détections, on va détecter des risques, hein. Donc, il y a le risque d'état confusionnel aigu qui peut être lié à une pathologie qu'on va découvrir peut-être aux urgences, mais nous avons quand même une population de patients qui a des problèmes de démence. Et voilà, grâce à tout ce travail, on sensibilise les soignants
à avoir une attitude quand même rassurante, empathique. Et puis, on a créé des petits automatismes. Donc, on va plutôt favoriser de mettre le patient au fauteuil. On va pouvoir ouvrir le rideau, parce que bêtement, nous, on ferme pour assurer l'intimité. Mais eux, non, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent voir du monde et puis ça les rassure, justement, de pouvoir nous voir. Et puis, une chose importante aussi, c'est regarder s'ils ont bien leur appareil, parce que des fois, la communication, elle n'est pas vraiment formidable, mais c'est seulement une chose, c'est que l'appareil, il est dans la trousse de toilette. Alors, on va aussi détecter les risques de dénutrition. Donc, on ne va pas les laisser de nombreuses heures à jeun. Donc, on va leur proposer un plateau repas. Et puis, on va aussi stimuler l'hydratation. Et puis, Dieu sait si ces jours, c'est important. Hein. On est vraiment... c'est presque les températures de mon pays d'origine. Et puis, voilà, on va aussi installer confortablement les patients sur les fauteuils pour justement éviter les problèmes de déglutition, par exemple. Gérer les problèmes de peau, gérer l'incontinence. On a pu, grâce à ce travail, réviser tout le matériel pour la gestion de l'incontinence. Et puis, on a la pharmacie aussi qui nous a aidés à trouver tous des produits pour le traitement et la prévention de la peau. On va mettre à proximité de ces patients tout ce qu'il faut pour éliminer, hein, parce que c'est aussi voilà, des fois c'est pressant et puis ça engendre d'autres situations comme un risque de chute. Donc, autant le mettre à proximité. Ici à l'hôpital, on a aussi fait une formation ESCAR dans toutes les unités de soins. Et puis cette année, on a aussi eu Covid qui nous a empêchés de faire notre travail de formation d'équipe. Et puis c'est vrai qu'on avait pris un peu de retard. Et là, nous sommes en train de former de nouveau l'équipe soignante à la prévention des escarres et puis à la sensibilisation de la gériatrie. Donc, on a la possibilité aussi, dans l'observation de la peau, si on voit qu'un patient est à risque, de demander un matelas spécial à air et de positionner le patient, soit au fauteuil, soit au lit, avec tous les coussins de positionnement qui sont dans l'institution. Le risque de chute, la possibilité aussi d'avoir des tapis alarmes, hein, donc c'est dans l'institution, on peut mettre ça à proximité, penser bêtement en sortant de la chambre que le patient ait la sonnette, et puis de mettre le lit en bas pour pas qu'il tombe. Et puis voilà, suite à ça, on a essayé d'apaiser cet environnement des urgences. Alors, souvent, le patient âgé passe aux urgences et puis est transféré dans le secteur de l'UHCD. Et puis là, nous avions des grands rideaux blancs. Et puis, ma collègue, spécialiste de la gériatrie, m'avait dit « Ah, ça, c'est vraiment pas terrible, ça cache la lumière et tout. » Et on a réussi à obtenir des paravents magnifiques avec des paysages. Et puis souvent, on a des retours très positifs des patients. Il y a une partie de l'UHCD qui est très difficile à moduler, hein, donc là, on va peut-être aussi mettre des patients qui ont besoin de plus de surveillance, hein, mais là, il y a encore toujours les rideaux. Voilà la salle, donc au-dessus, il y avait tous les rideaux blancs qui arrivaient jusque-là, et puis là, maintenant, on a beaucoup plus de lumière, et puis on va essayer de privilégier les places côté fenêtre pour les patients âgés, parce qu'on sait que c'est que du bénéfice par rapport à un éventuel état confusionnel. Donc, voilà. Et il y a eu toutes des identifications des toilettes, une horloge calendrier, des attentes post-box avec des fauteuils gériatriques. Ça, c'est aussi hyper important pour le positionnement de ces patients. Et puis, au niveau du maintien des compétences et puis l'amélioration continue, nous avons eu la chance de pouvoir aller en formation à la HEARC pour une formation gériatrique. Et puis, dans chaque unité, nous avons des référents.
pour la gériatrie. Donc, il y a des échanges qui se font, des problématiques qui sont soulevées, et puis on essaye encore d'améliorer nos prises en charge. C'est en continu. Et puis, nous avons la chance d'avoir cette équipe mobile qui peut intervenir. C'est vrai que des fois, nous, on a le nez dans le guidon, on est pris par beaucoup d'activités. Et puis, mes collègues peuvent me dire ou m'interpeller en disant, bah, ah, peut-être que maintenant, on pourrait lui donner un repas. Tout simplement, cette sensibilité-là, ben, là, ça va nous faire réagir. Et puis, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment important, ce soutien de l'équipe mobile au sein des urgences. Les pistes d'amélioration, ben, c'est continuer à sensibiliser avec mes collègues qui s'occupent des formations dans le département des urgences, sensibiliser toujours ce nouveau personnel, parce qu'on est sans arrêt en train de changer d'équipe. Hein. Il y a quand même un tournus important. Pourquoi pas développer une filière spécifique, comme m'a dit Vincent, c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Est-ce qu'une unité d'accueil temporaire qui soit ouverte le soir, le week-end, parce que tout s'arrête à 17 heures, le week-end c'est terminé, donc on hospitalise un patient avec les risques d'une hospitalisation à assumer aussi. Donc c'est pas bon, et puis je pense qu'on manque vraiment de structure actuellement dans le canton. Les compétences gériatriques spécialisées au sein des urgences, c'est de pouvoir avoir justement les spécialistes à proximité. Toujours continuer à détecter les patients et en détecter encore plus et systématiquement. Et puis continuer à adapter l'environnement qu'on a, qui n'est pas très agréable pour cette partie de la population qui est quand même assez importante. Et puis j'ai trouvé une jolie image qui irait bien dans notre corridor nord, avec un joli ciel. Alors je vais essayer de voir si on nous accorde cela. Voilà, je vais laisser mes collègues pour la suite. Alors, bonsoir à tous. En entendant mes collègues, je trouve qu'on a énormément de chance. Hein. C'est vrai que je suis toujours impressionnée puis encouragée, parce que je me dis, mais c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a urgence d'un côté, gériatrie, c'est tellement différent en même temps. Et puis de vivre cette ouverture, je trouve que c'est vraiment une chance énorme. Hein. En tout cas, merci Vincent, merci SP. C'est vrai que ça me touche quand même de me dire, de pouvoir vivre ça, parce que je pense que ça ne doit pas être partout. Et puis d'avoir une telle collaboration et une telle ouverture aux spécialités des uns et des autres, c'est vraiment une immense richesse. Et puis, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Donc, en fait, je suis clinicienne en gériatrie, et puis je coordonne aussi l'activité de l'équipe mobile là, qui a été créée fin 2019, qui est une équipe en fait médico-soignante qui offre vraiment des compétences gériatriques spécialisées en gériatrie au sein de toutes les unités du RHNE, mais particulièrement dans le contexte des urgences, des sites de la Chaux-de-Fonds et de Portalès. Et dans cette présentation, en fait, on va s'attacher à présenter l'activité de cette équipe mobile, mais notamment au travers de la présentation d'une situation, d'un cas clinique, en fait, d'une personne que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon activité à l'équipe mobile. Et puis, si vous voulez en savoir plus, savoir que la description de cette activité a fait l'objet d'un article dans la revue médicale suisse en 2021, écrit aussi par ma collègue qui est par là, voilà, enfin par toute l'équipe, quoi. Donc, un travail vraiment riche d'équipe et de collaboration. En gériatrie, on ne fait rien tout seul, hein, et puis c'est aussi pour ça qu'on avait à cœur de partager aussi la présentation avec ma collègue gériatre, voilà. Merci Corinne. Donc effectivement, elle a dit l'essentiel, le gériatre tout seul, il n'est rien. Le gériatre travaille toujours en interdisciplinarité et en interaction avec soit les autres corps de métier de l'hôpital, soit avec ses collègues.
La gériatrie, donc comme Vincent, hein, je suis chef de département, je m'occupe du service de gériatrie. Je suis également chef du service de médecine palliative, donc de la chrysalide, ainsi que du service de réadaptation, un service qui se trouve sur les sites et de Val-de-Rue et du Locle. C'est un gros département de 130 lits. Sur à peu près tous les sites de l'hôpital neuchâtelois. Il faut savoir que notre département gère également l'équipe infirmière de la maison de santé de Couvet, où il y a une unité de cérébrolésés. Donc on est vraiment partout. Et voilà. Donc cette équipe mobile, en fait, elle fait partie d'un dispositif à l'interne de l'hôpital, un dispositif qui est là pour prendre en charge les aînés et éviter toutes les problématiques en lien avec l'hospitalisation. Nous savons qu'un aîné hospitalisé, en général, s'il n'est pas pris en charge selon des protocoles et des procédures adaptées, eh ben, va ressortir, je veux dire, peut-être guéri de sa pneumonie, mais en plus mauvais état qu'il n'est rentré. D'accord. Donc, tout le travail des équipes de gériatrie est vraiment pour ce faire. Donc, notre présence, elle est, comme on dit aujourd'hui, aux urgences, avec ce dépistage, avec une évaluation gériatrique qui est faite. Vincent vous a parlé effectivement de ces patients qui arrivent aux urgences et qui repartent à domicile, donc qui n'entrent pas dans notre service de santé. Et il faut savoir que notre évaluation, elle est de facto transmise aux médecins traitants, aux médecins de famille, pour qu'ils puissent élaborer la suite de la prise en charge à domicile avec les problématiques que le gériatre a détectées. Nous avons une unité de médecine aiguë gériatrique qui s'appelle unité de gériatrie aiguë à la Chaux-de-Fonds, qui effectivement est une unité de 18 lits, hein, donc c'est très peu. Un taux d'occupation, on doit être à peu près à 105% de taux d'occupation. On va bientôt demander des actions dans des lits superposés. Voilà. Et puis, une unité de réadaptation totalement adaptée à la fragilité de l'âgé. J'ai du reste une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui parmi nous et qui gère cette unité qui se trouve sur le site du Locle. De plus, ce que nous faisons, alors c'est encore peu développé, mais nous faisons de la consultation ambulatoire de gériatrie, donc des personnes âgées où les médecins traitants, voire les familles, voire d'autres participants au réseau de santé demandent une consultation pour un patient ou une personne. Et puis, donc, nous faisons une évaluation structurée qui dure à peu près 2 heures. Vous allez voir un petit peu ce qu'est une évaluation gériatrique tout à l'heure. Et nous rendons un rapport aux médecins traitants. Et souvent, comme on travaille, comme je vous ai dit, jamais seul et dans le réseau, ce rapport va aussi aux autres membres du réseau. Ça pourrait être Nomade, des infirmières à domicile, Arros, etc. Donc voilà un petit peu le dispositif intra-RHNE de gériatrie. Tout ça avec effectivement très peu de gériatres, hein, parce que, comme l'a dit Vincent, pour former un gériatre, il faut d'abord former un interniste, puis former un gériatre spécifiquement, puis toutes les années d'expérience qui vont avec pour acquérir toutes les compétences. Les études, comme a dit Vincent, hein, c'est à peu près depuis les années 90 que les études sur les patients âgés aux urgences apparaissent dans la littérature médicale. Et là, c'est une des premières études, en tout cas au niveau suisse, qui est une étude faite à Genève par Olivier Rutschmann, que tu connais bien, et Thierry Chevalet, qui était le gériatre à l'époque, et qui s'était intéressé à savoir tous ces patients qui arrivent avec l'étiquette « soins impossibles à domicile ». Moi, j'ai pour habitude de dire que si j'ai une appendicite, je suis aussi un soin impossible à domicile parce qu'aucun chirurgien va m'opérer sur ma table de cuisine. D'accord ? Je redis ça. Mais en fait, cette étude, elle a quand même été regardée, tous ces gens qui arrivent avec cette étiquette un peu bâtarde, soins impossibles à domicile, qui ils étaient vraiment. Et puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, outre le problème de santé qui les a amenés aux urgences, et dans cette étude, un quart d'entre eux avaient un problème cardiaque, un autre quart avait un problème, à peu près 20% avaient un problème infectieux. Outre ça, si ces patients sont évalués par le gériatre, on va mettre en évidence des problèmes
par rapport à les activités de la vie quotidienne, que ce soit des activités de base, hein, comme s'alimenter et autres. On a à peu près la moitié des patients âgés qui arrivent aux urgences qui ont une atteinte dans leurs activités de base de la vie quotidienne. Quand il s'agit d'activités instrumentales, c'est-à-dire faire sa lessive, ses courses, ses repas, ses paiements, on est à 90% de ces patients. Et ça, si le gériatre ne vient pas poser les questions, ce sont des données qui passent inaperçues, mais qui vont avoir un impact majeur si on décide que ce patient retourne à domicile ou pas. D'accord ? On sait aussi que ces patients-là ont, comme tu l'as dit, SP, des problèmes de communication, hein, 75% d'entre eux, ont des problèmes de déclin cognitif, donc de maladies démentielles ou apparentées. Et là, on a quand même à peu près 60% des patients qui présentent une problématique de ce type. Ça, ce sont les syndromes gériatriques les plus fréquemment retrouvés par des équipes de gériatres dans des milieux d'urgence. Donc, tout ce qui touche à chute, les troubles de l'équilibre, l'ostéoporose, les troubles cognitifs, les troubles de l'humeur, etc. Donc, ça, c'est tout ce que le gériatre va détecter en sus de ce que l'urgentiste a mis en évidence et a soigné. Puis vous me direz, mais finalement, à quoi ça sert de savoir qu'il est autonome ou pas autonome, qu'il a des troubles cognitifs et pas. Vous voyez ici, par exemple, ça c'était dans une autre étude aussi genevoise avec Christophe Graff, Thierry Chevalet et Sarrazin, des urgences DHUG, qui montre que finalement, hop, je vais essayer de prendre ce truc, voilà. Ah ouais, oh, pardon, évidemment, je suis moins douée que toi, Vincent, désolé. Qui montre que quand c'est l'urgentiste qui évalue la personne âgée, il va mettre en évidence un état confusionnel qu'une fois sur 4. Quand c'est le gériatre, c'était le gold standard, donc c'était facile, c'est 4 sur 4. D'accord. Et puis, on voit que, par exemple, un patient qui présente un état confusionnel aux urgences, ça va peut-être avoir peu d'impact sur la durée d'hospitalisation. Par contre, sur sa mortalité, ça va avoir un impact. Donc, on va devoir réfléchir un peu différemment dans le plan de soins pour cette personne. Par exemple, si on détecte que le patient a une dépendance fonctionnelle, et là, de nouveau, ce n'est pas le travail de l'urgentiste. L'urgentiste, il sauve la vie, on va dire ça comme ça, et il traite l'urgence. Donc, dans un quart des cas, il met en évidence ce problème de dépendance fonctionnelle. Le gériatre va le mettre évidemment, normalement, on espère, dans 100% des cas. Et là, par contre, ça a un impact sur la durée d'hospitalisation. Si nous ne savons pas que le patient a une dépendance fonctionnelle avant même qu'il passe la porte de l'hôpital ou en tout cas qu'il monte dans un lit, le risque que l'hospitalisation soit plus longue est grand. D'accord ? Voilà. Donc, voilà à quoi ça sert aussi à l'interne de l'hôpital. Et puis, je vais laisser en fait Corinne vous présenter une patiente qui est une patiente tout à fait réelle. Oui. C'est vraiment une patiente que nous avons pris en charge aux urgences. Voilà, alors je vais vous parler de ma rencontre avec Madame B, une patiente de 76 ans qui est connue en fait pour une hypertension non contrôlée, un cancer de la langue qui est ancien mais avec des troubles de la déglutition comme séquelles, plusieurs opérations gynécologiques et une prothèse du genou posée déjà en 2006. En fait, Madame B consulte aux urgences pour une douleur au niveau lombaire qui est apparue hier soir de façon progressive et qui a augmenté durant la nuit. Et elle a vu son médecin traitant qui l'a envoyée aux urgences pour des examens complémentaires. Et d'entrée à l'accueil, en fait, elle a décrit un état de stress lié à la prise en charge de son mari qui présente une démence et pour lequel, en fait, elle apporte en fait tous les soins nécessaires en tant que proche aidante. Au scanner, on voit qu'il y a un calcul au niveau rénal et on conclut à une colique néphrétique. Et la proposition est faite d'adresser cette patiente à un néphrologue. Il y a des antidouleurs qui sont prescrits et Madame B pourra être suivie en ambulatoire et regagner son domicile le jour même. C'est là ? C'est là. Voilà. En fait, on pourrait se dire, cette histoire est finalement assez banale, et puis pourquoi réaliser une évaluation gériatrique chez cette patiente et quels sont finalement les signes d'alerte qui vont nous dire, eh bien,
Madame B, c'est vraiment important d'aller l'évaluer. Une chose, SP vous a parlé du scorisard, et puis cette personne cotait un scorisard qui n'était pas très haut, hein, à 2 seulement, mais qui était quand même positif, hein, et puis qui va nous signaler qu'il y a un risque d'événement indésirable chez cette personne, hein. Ça veut dire qu'elle a plus de chances, c'est vrai, d'être hospitalisée, d'avoir une perte d'autonomie, et même en fait un risque de décès dans l'année à venir. Les items qui étaient positifs, c'était qu'en fait, cette personne avait déjà de l'aide à domicile, hein, pour des choses finalement assez simples, hein, pour le ménage, pour les courses, hein, ce n'était même pas pour des soins personnels, et aussi qu'elle avait en fait une polymédication, c'est-à-dire qu'elle prenait déjà plus que 3 médicaments. Et en plus, en passant à côté d'elle, dans le fameux couloir où elle était confortablement quand même installée, hein, ce qu'on a pu observer, c'était que madame, en fait, disposait d'un moyen auxiliaire qu'elle avait souhaité garder près d'elle. Et puis, il y avait cette confidence qu'elle avait faite déjà à l'entrée au tri en disant qu'elle était épuisée en lien avec la situation de son mari qu'elle aidait. Je te laisse continuer. Donc en fait, qu'est-ce que va faire l'équipe de gériatrie, le gériatre ou l'infirmière spécialiste? Elle va faire ce qui s'appelle une évaluation gériatrique globale. L'évaluation gériatrique globale, c'est en fait une évaluation interdisciplinaire qui va explorer tout ce que vous voyez à l'écran. Les problèmes médicaux, évidemment, la fonction cognitive, la fonction affective. On va aussi explorer l'environnement spirituel, savoir si elle a des ressources. Voilà. On va voir aussi les ressources socio-économiques, parce qu'on a une population âgée très vulnérable sur le plan économique à l'heure actuelle, et surtout les femmes. Les femmes qui ont souvent travaillé à temps partiel et autres, et où leurs revenus aujourd'hui ne leur permettent pas de vivre, je vais dire dignement, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà. On va évaluer aussi l'environnement architectural, donc leur domicile, est-ce qu'il est adapté, pas adapté, leur mobilité, la fonction physique. Avec tout ça, on va questionner le patient sur qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui sa qualité de vie et qu'est-ce qu'il veut préserver dans cette qualité de vie. Et puis pour ce faire, pour pouvoir faire tout ceci, on a les gériatres, ce que nous appelons notre caisse à outils. Pas rigoler. Notre caisse à outils, eh bien, elle est faite en fait de voilà, d'une évaluation. Là, par exemple, c'est l'évaluation qu'on fait aux urgences. Ce n'est pas l'évaluation gériatrique globale, standardisée comme elle est dans la littérature et comme tout gériatre fait, mais je vous ai dit tout à l'heure que ça prenait au minimum 2 heures. Aux urgences, si je dis aux urgentistes que je vais occuper un box pendant 2 heures pour faire mon évaluation, je pense qu'ils ont beaucoup nous apprécier, mais ils vont nous montrer la porte très vite. Donc, cette évaluation, on met à peu près entre 20 et 30 minutes pour la faire. Et elle nous permet, comme je vous ai montré tout à l'heure, de passer en revue à peu près tous ces systèmes. Suite à ça, on va pouvoir, entre guillemets, classifier notre patient. On va pouvoir dire si cette personne âgée est une personne âgée robuste, et je vous rappelle, et c'est positif, 60% des âgés de plus de 65 ans sont des robustes en Suisse, 60%. D'accord ? Elle va pouvoir aussi nous dire si éventuellement c'est un vulnérable, une personne vulnérable, et ça c'est 40% de la population. Et pour nous, gériatres, c'est extrêmement important de les détecter parce que comme dit le professeur Bulla à Lausanne, une personne âgée, c'est comme le Canada Dry. Donc, il n'y a rien de plus ressemblant d'une personne âgée de l'une à l'autre. Et quand vous faites l'évaluation gériatrique, vous pouvez être extrêmement surpris. Donc, il faut vraiment que cette évaluation soit faite. Pourquoi? Parce que quand on est vulnérable, on a, par des actions de prévention primaire et secondaire, parfois la possibilité de rendre ce patient robuste. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour le patient, bien sûr, mais aussi pour la santé publique et finalement les finances de nous tous. Voilà. Malheureusement, effectivement, 15 à 20% des patients vont être déclarés comme patients dépendants, mais même là,
des actions de prévention sont possibles, même quand on est dépendant, même quand on est dépendant dans ses activités de la vie quotidienne. Il y a des actions à effectuer auprès de ces patients. Je vais vous décrire comment j'ai utilisé ma boîte à outils auprès de Madame B. Mais avant tout, ce que j'aimerais relever, c'est que, en fait, on parle de quelque chose d'assez technique, avec des scores, avec des domaines évalués. Mais ce qu'il faut quand même relever, c'est que chaque évaluation, c'est avant tout quand même une rencontre avec vraiment une personne qui arrive aux urgences avec sa problématique aiguë, mais aussi avec tout son vécu, la perception qu'elle a de sa santé. Et je dirais que nous, on entre quand même tout de go dans la vie de cette personne, hein, alors qu'elle ne nous a pas forcément invités. Hein. Et on se présente aussi tout de suite avec la casquette gériatrique qui fait parfois peur. Hein. Et c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de compétences. Puis là, j'ai mes collègues aussi de l'équipe qui sont là et dans lesquels je reconnais vraiment ces grandes compétences relationnelles, d'établir vraiment rapidement cette relation de confiance, de se faire, entre guillemets, apprivoiser pour finalement que la personne soit aussi d'accord de se livrer. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas de gériatrie sans explorer finalement qui est la personne sous plein d'aspects. Donc, qu'est-ce que j'ai pu mettre en évidence chez cette personne? Eh bien, c'est vrai qu'elle avait déjà une légère atteinte de son autonomie, mais c'est surtout en fait ses conditions de vie qui ont retenu toute mon attention. Très vite, c'est vrai, est apparu que ce rôle de proche aidante hein, était quelque chose de lourd pour elle, quand bien même elle était assistée par nomades qui intervenaient 2 fois par jour. Hein. Qu'elle vivait auprès d'une personne qui avait vraiment besoin d'être assistée et guidée dans tous les gestes de la vie quotidienne, qui avait vraiment une mémoire très altérée et qui devait toujours être réorientée dans la réalité. Ce qui apparaissait aussi, c'était que le couple bénéficiait du soutien d'un fils, mais qui n'avait pas participé non plus à toutes les décisions. Et puis aussi qu'ils avaient un bon contact avec AROS. Hein. AROS, c'est notre association cantonale, réseau d'orientation santé sociale, qui va vraiment apporter conseils et soutien auprès des personnes de plus de 65 ans, dans l'idée vraiment de les aider à réaliser leur projet de vie en favorisant le maintien de l'autonomie et le maintien à domicile. Et puis, Arros avait organisé des séjours de répit amenant monsieur à être intégré dans une unité d'un EMS pour permettre à madame de souffler l'année dernière. Et à l'évocation, c'est vrai, de toute cette situation compliquée à domicile, eh ben, j'ai vraiment pu mettre en évidence une souffrance majeure de cette personne qui s'est dite à plusieurs reprises désespérée et comme aussi dépossédée de sa vie. Hein. À un moment donné, elle m'a dit « moi, j'ai plus de projet ». Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une parole très forte. Hein. Après, eh ben, en parcourant les différents domaines, il n'y avait aucun souci au niveau cognitif. Hein. On fait un test avec un rappel des 3 mots, un dessin de l'horloge, et puis il n'y avait pas de souci. Mais par contre, on a une mini-échelle pour la dépression du sujet âgé, et puis là, elle cotait positivement. On s'intéresse aussi de très près aux médicaments. Et là, bien, on voyait qu'elle consommait un antihypertenseur qui finalement n'était pas efficace, et puis qu'elle consommait aussi des psychotropes selon en fait son niveau d'anxiété et ses difficultés aussi pour s'endormir. Au niveau de l'alimentation, on a pu remarquer qu'elle avait perdu 5 kilos ces 2 derniers mois, parce qu'en fait, elle disait ne pas avoir le temps de manger ou se sentir trop stressée et que c'est aussi compliqué avec les séquelles du cancer de la langue, ces troubles de la déglutition, de se préparer des menus adaptés, que ça lui demandait du temps puis qu'elle n'arrivait pas à concilier tout ça avec son rôle de proche. Elle nous a aussi signalé un problème d'incontinence urinaire consécutive à toutes ces opérations qui nécessitaient qu'elle porte des protections nuit et jour. Et puis, elle était très préoccupée, en fait, par son projet de vie, se disant vraiment qu'elle n'avait plus de projet pour elle et qu'elle se sentait tiraillée entre cette idée peut-être de devoir placer son mari et de perdre sa liberté financière
qui était pour elle, entre guillemets, son dernier plaisir de pouvoir encore s'offrir certains objets en lien avec sa capacité financière. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, en 20 à 30 minutes idéalement, on arrive finalement à synthétiser cet entretien sous forme en fait de liste de problèmes de syndrome gériatrique. Et dans cette situation particulière, eh ben, si on les résume comme ça, on voit qu'il y a un épuisement du proche aidant, un risque de dépression, une consommation à risque de médicaments, une incontinence, une dénutrition et un trouble de la marche, en plus de ce qui avait été diagnostiqué par les urgences. Donc vous voyez qu'on est parti de cette douleur lombaire et puis on arrive à quelque chose de quand même bien plus large en sus en fait du problème qui aura été traité par les urgentistes. On en arrive finalement à proposer des pistes d'action interdisciplinaire dans ce sens que la situation est complexe et il sera vraiment pertinent de se questionner largement au sujet notamment, c'est vrai, des limites de la prise en charge à domicile, comprises aussi avec les préférences de madame et toute l'ambivalence aussi qu'elle nous a relevée. Et le partenaire idéal dans cette discussion va être AROS, auprès desquels nous allons prendre, c'est vrai, des renseignements. Et dans cette situation, on a pu savoir ce qui avait déjà été fait et pas encore fait. Et une discussion globale sur le projet de vie va pouvoir être menée avec le fils prochainement. Pouvoir aussi réévaluer le plan d'aide, voir si monsieur devrait intégrer un foyer de jour, par exemple, pour aider madame à souffler. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui ont été mis en évidence, qu'on ne peut pas tout résoudre sur le champ, et que tous ces problèmes de médicaments, les troubles de la marche, ce probable état dépressif nécessitera une consultation plus spécialisée. Et madame a accepté d'être vue par un médecin gériatre dans une consultation ambulatoire de gériatrie qui va continuer de faire des propositions encore plus affinées et les proposer aussi aux médecins de famille. Finalement, on a vu que l'évaluation gériatrique avait des bénéfices à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, la santé globale à la fois physique et psychique, le maintien de l'autonomie, et tout ça toujours dans une perspective de qualité de vie. On ne va rien imposer. Finalement, c'est aussi la personne qui va pouvoir voir ce qu'elle veut, accepter finalement. Pour nous, c'est aussi toute une mission d'accepter les préférences qu'elle a. Et parfois, nos propositions sont clairement refusées. Un impact au niveau familial. On sait qu'un proche aidant qui est épuisé est à risque aussi de commettre en fait des actions maltraitantes, non pas par une intention qui serait négative, mais simplement par son épuisement. Et c'est vrai que dans cette situation, je pense qu'il y a matière à se poser la question quel est le lieu de soins le plus adapté actuellement pour ce mari et quelle est la prise en charge la plus optimale. Pour le fils aussi, il va pouvoir avoir un soutien en situation complexe. Et en termes institutionnels, c'est vrai qu'on va toujours aussi réfléchir, nous en tant qu'équipe mobile, à l'orientation optimale en fait, de la trajectoire, qu'elle soit intra-hospitalière ou extra-hospitalière, non seulement dans l'impact sur le flux hospitalier, mais aussi dans l'idée d'éviter des hospitalisations inappropriées. Comme on l'a dit, ce n'est pas forcément une bonne idée d'hospitaliser une personne âgée. Ça va aussi permettre de prévenir du déclin fonctionnel. Et finalement, au niveau du système de santé, notre désir, c'est de réduire les coûts aussi par des actions préventives, une prise en soins précoce, de difficultés qui sont souvent en fait sous-détectées, sous-diagnostiquées, banalisées aussi, parce que je suis vieux, ça m'arrive, mais non, c'est pas ça. Mais notre travail, c'est vraiment de mettre en avant des problèmes pour les traiter et puis pour dire qu'ils existent. Agir en amont des problèmes de santé qui pourraient s'aggraver et induire des hospitalisations qui pourraient entraîner un nouveau déclin. C'est vraiment, je dirais, le cœur de notre mission. Voilà, donc on arrive un petit peu à la fin. Je ne sais plus où est ma feuille, mais ce n'est pas grave. Donc pour vous dire que
l'équipe mobile de gériatrie aux urgences, c'est quand même une grosse interface avec l'hôpital, que l'objectif est toujours de prendre en soin la personne dans sa globalité, d'intégrer cette globalité dans le réseau, dans son réseau de santé. Là, je vous ai mis aussi la PMS, la planification médico-sociale du canton de Neuchâtel, qui, elle aussi, travaille à cette prise en charge la plus adéquate possible des aînés pour favoriser ce que la plupart de nos aînés veulent, c'est vivre le plus longtemps possible en santé chez eux. Hein. Et puis, Vincent, Madia, c'est la même que la tienne malgré tout, parce que, idéalement, ce que nous aimerions, c'est valoriser tout le travail qui est fait aujourd'hui à l'interne de l'hôpital. Là, on vous a présenté ce qui était fait aux urgences, mais ce qui est fait au niveau aussi de la formation que donne cette équipe de gériatrie, etc. Et pouvoir labelliser notre hôpital comme hôpital ami des aînés à terme. Voilà, on vous remercie de votre attention, puis vraiment, on ouvre les questions, on est là les 4 pour répondre à vos questions, vos commentaires, les échanges. Merci en tout cas de votre écoute. Et pour les questions, merci de demander le micro puisqu'on fait un captage vidéo de la conférence. Les micros. Des questions? Moi, j'en aurais une, si vous permettez, peut-être lancer la discussion. Vous avez parlé à la fin de la planification médico-sociale, ça me rappelle quelques vagues souvenirs de ma précédente fonction. Je me souviens, il y a la planification des LIDMS, il y a le développement du maintien à domicile, il y a le renforcement des proches aidants, des bénévoles, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu quelque chose de particulier en lien avec l'hôpital, avec la prise en charge des aînés à l'hôpital en particulier. Absolument rien, mais on est quand même impliqué dans, effectivement, Arros, par exemple, hein, vu que c'est les médecins gériatres de l'hôpital qui amènent l'expertise chez Arros pour certaines situations complexes. Donc, on fait de la supervision d'Arros. On intervient à ce niveau-là. Et puis, la consultation ambulatoire de gériatrie, j'espère qu'un jour, elle va effectivement devenir extra-hospitalière avec une équipe mobile extra-hospitalière en soutien du réseau d'hospitalisation à domicile dont vous a parlé le docteur de la Santa. Il est clair que l'hospitalisation à domicile, c'est pour tout le monde, tous les âges, certes, mais qu'il vous a montré les courbes. La population qui va avoir le plus besoin seront effectivement nos aînés, quoi. Ça vous va? Oui, mais du coup, c'est des discussions que vous avez déjà avec l'État, avec la santé publique pour pousser vers ces développements-là? Joker. Nous avions entrepris des discussions, mais en 2020. Vous comprenez que les discussions se sont stoppées net grâce à un petit virus très sympa qui nous a tous fait remettre nos projets un petit peu au placard. On va pouvoir commencer à les dépoussiérer et puis à les ressortir. Merci. Je me posais la question par rapport à l'équipe mobile, si en extra-hospitalier, vous avez pensé à aller voir un peu dans les homes pour être en soutien dans certains homes qui ont souvent des difficultés? Alors aujourd'hui, elle n'existe pas en extra-hospitalier. Elle n'existe pas. Elle existe à l'interne. Et de plus, c'est une équipe mobile extrêmement innovante parce qu'on vous a parlé que de sa partie médecine gériatrique ou gériatrie et on ne vous a pas parlé de sa deuxième partie qui est une partie soins palliatifs. C'est effectivement une équipe mixte qui a reçu un prix. Hein, je remercie Jessica pour tout le travail effectué, mais qui a reçu un prix au dernier congrès suisse de médecine palliative parce que c'est une équipe extrêmement innovante, mêlant les deux compétences.
Nous l'avons fait parce que s'il y a peu de gériatres, je ne vous explique même pas des palliativistes, il y en a encore moins. Et qu'en mettant nos compétences ensemble, finalement, on a pu offrir une prise en charge sur les 2 sites aigus. Alors, pas H24 et pas 7 sur 7, mais 5 sur 7, entre 8 heures et 17 heures, voire 18 heures certains jours. Et encore juste une question, est-ce que c'est un rôle des gériatres de parler des directives anticipées et de les établir avec les patients, ou vous retransmettez aux médecins généralistes? Je pense que c'est un rôle de nous tous en tant que citoyens, d'accord. Les gériatres, oui, les palliativistes encore plus. Moi, j'ai cette double compétence de médecine palliative et de gériatrie. Il est vrai que tant les gériatres que les palliativistes accompagnent dans la rédaction des directives anticipées, les proposent régulièrement. Mais il faut savoir que ce n'est pas une mince affaire de faire des directives anticipées. L'étude que nous avions faite à l'époque dans un milieu de soins palliatifs, donc pour ne pas le nommer au CESCO à Genève, à l'unité 40, avait montré que pour faire des directives anticipées chez des patients qui étaient déjà dans un milieu palliatif, donc ils étaient bien choisis, avec une équipe totalement dédiée et convaincue, il nous fallait 2,5 consultations médicales pour arriver à les faire. Ce qui veut dire que ce n'est pas simple, c'est long et ça prend du temps, quoi. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup de réflexion derrière, beaucoup d'échanges. C'est le rôle de chacun de nous et cet accompagnement doit être fait principalement par le médecin de famille qui est finalement celui qui connaît le mieux la personne. Mais ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si... Merci. Tu parlais, Vincent, de l'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les médecins traitants, finalement, fassent des évaluations gériatriques? Parce que c'est vrai que là, les patients, du coup, arrivent à l'hôpital, mais idéalement, dans tout le projet que tu présentes, ça vaudrait le coup de ne pas les laisser aller jusqu'au point de venir à l'hôpital. Je ne sais pas lequel de mes collègues installés en ville est d'accord de s'appuyer encore 3 ans de formation, dont une année de psychogériatrie, plus une expertise dans un milieu gériatrique avant de pouvoir faire ces évaluations, enfin les évaluations de ce type et être gériatre, quoi. C'est quand même un parcours du combattant, gériatre. Ça prend beaucoup d'années de formation, beaucoup d'années d'expertise aussi. Oui, moi j'ai une remarque sur les proches aidants, parce que je trouve qu'on n'est pas tellement reconnu. Moi, je me suis occupée de longues années de ma maman. Je faisais les courses, je faisais le ménage, je préparais des repas, tout. On n'a aucune reconnaissance vis-à-vis des assurances, parce que, voilà, c'est de la famille, c'était ma maman, mais je trouve il faudrait une reconnaissance aussi un peu à ce niveau-là, quand un membre de la famille, enfant, consacre du temps pour permettre à son proche de rester à domicile, parce qu'en fait, elle est restée à domicile longtemps par ce biais-là, sinon elle n'aurait pas pu. Alors oui, le travail des proches aidants, effectivement, je pense que maintenant, il commence à être connu. Dans le canton de Neuchâtel, la PMS a effectivement un volet proche aidant et dans le canton de Neuchâtel, il y a une association proche aidant. On peut demander à Christelle Darros, mais on peut trouver un certain financement via des prestations complémentaires, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de salaire pour le proche aidant et que le proche aidant typique, c'est une femme, une fille dévouée qui parfois laisse tomber son travail, etc., etc., etc. Effectivement, il y a des discussions régulièrement politiques de savoir si on doit payer le proche aidant. Pour l'instant, en tout cas, je crois qu'on ne va pas tellement là le long. Je pense que Christelle va pouvoir peut-être nous apporter une précision par rapport aux prestations complémentaires, c'est ça ?
Alors, ce n'est pas par rapport aux prestations complémentaires que je voulais intervenir, c'est par rapport au fait que la Confédération a quand même valorisé le rôle des proches aidants au niveau financier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un bénéficiaire a une allocation pour un potent, qui peut être de degré faible, modéré ou sévère, le proche aidant principal peut demander une bonification pour tâche d'assistance. Et ça, c'est une... Alors, évidemment, ça ne va pas soulager la charge, hein, mais il y a quand même une reconnaissance au niveau financier d'avoir cette bonification qui ressemble à une bonification pour tâches éducatives, mais du coup, c'est une bonification pour tâches d'assistance, pour autant que le proche aidant n'ait pas encore 65 ans. Voilà, c'est un peu complexe, mais du coup, c'est des informations pour moi qui suis infirmière coordinatrice à Arros. C'est des informations qu'on donne quand on va faire nos entretiens, nos évaluations à domicile. C'est des informations qu'on donne aux personnes, voilà, qui sont en manque d'informations et qui ne connaissent pas en fait les droits qu'elles ont. Si j'ai aussi choisi en fait cette situation, c'est parce que justement, elle met en évidence finalement une situation gériatrique très fragile et la situation de la proche aidante qu'on pourrait croire qui est anodine et puis en fin de compte, elle a plein de problèmes de santé, hein. Et puis, je dirais que pour nous, les gériatres, c'est vrai, on s'occupe tout le temps de savoir comment ça se passe au niveau du proche aidant. On téléphone vraiment régulièrement. C'est vraiment pas anodin d'être proche aidant et on a vraiment ce souci d'évaluer finement cette charge. Aussi dans nos unités de gériatrie aiguë, on prend vraiment un soin particulier à se renseigner et puis à accompagner aussi le proche. Donc, je vous rejoins vraiment dans cette préoccupation. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'apéritif juste à côté. Peut-être une dernière, si vous manifestez rapidement. Sinon, je vais ouvrir la porte. Vous pouvez remercier les orateurs du soir pour la qualité de la conférence. Merci à eux.